Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Le GPHG 2024 a annoncé ses présélections, donc 6 montres par catégorie, et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour vous faire une vidéo. Avant de démarrer, je tenais à vous dire que j'ai été déçu de cette présélection. Le GPHG, qui existe depuis de nombreuses années, a décidé cette année d'ouvrir son jury avec différents profils. On va retrouver des youtubeurs comme WatchCharge, Clément Entretemps, on va retrouver des personnes qui sont plus dans le technique avec certains horlogers, on va retrouver des personnes qui sont plus dans le marketcom, etc. etc. Vraiment histoire d'avoir des profils variés. Et je me suis dit, quand ils ont annoncé ça, que ce serait une très bonne chose justement pour pas focus les présélections, soit sur une partie purement esthétique, soit sur une partie purement mécanique, soit sur une partie purement marketing. Et au final, je me rends compte que ça a eu très peu d'impact sur les présélections. Cette année, le GPHG nous a fait un tir global dans lequel on retrouvait vraiment des marques originales avec l'entrée de plein de nouvelles marques. Moi, évidemment, il y en avait dans le lot que j'adore. Hein. Je pense par exemple aux deux Venezianico qui étaient nommés avant les présélections. Je pense également à la tire de Olivier Maury. Et finalement, on se rend compte que les sélections faites, on retrouve exactement les mêmes montres que l'an dernier, avec quelques trucs près. Donc, petite déception de ce côté-là. Comme d'hab, pensez à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces présélections. Est-ce que vous trouvez également que le GPHG ne se renouvelle pas suffisamment, ne se recycle pas suffisamment? Comme pour les années précédentes, on va parcourir les différentes catégories et je vais vous donner mon avis pas du tout objectif et purement personnel sur les montres qui sont présélectionnées et je vous dirai celle qui me séduit le plus. Allez, commençons tout de suite avec la catégorie femmes qui mixe à la fois horlogerie et joaillerie. Donc ici, on va retrouver de l'or, des diamants, des matières précieuses et on a la sensation de revoir des montres qu'on a déjà vues les années précédentes. Parmi cette sélection, il y en a une, je trouve, qui est vraiment très poétique, très élégante. C'est la Van Cleef & Arpels Lady Jour-Nuit. Et ensuite, je sélectionnerai la Arnold Denson. Ma préférée restant évidemment la Van Cleef & Arpels. Allez, on enchaîne avec la catégorie complications pour femmes. Très belle catégorie ici avec des montres vraiment très belles. On va retrouver Trilob qu'on a vu apparaître sur la scène il y a quelques années. On retrouve évidemment des grands noms de l'horlogerie. Je pense à la Louis Vuitton, je pense également à Van Cleef & Arpels ou bien encore à Chaumet. Même si Chaumet, depuis une petite décennie, ça commence à être plus discret et moins mainstream. Celle que je préfère dans cette complication femme, c'est la Louis Vuitton avec une complication relativement commune maintenant puisqu'il s'agit de l'heure sautante, mais je trouve le modèle très flashy, très kawaii, j'aime bien. On continue avec la catégorie Time Only. Ici, on a des belles montres, clairement, même si j'ai encore une fois l'impression de voir des montres des années précédentes. Alors oui, les cadrans vont changer, on va avoir quelques petites bidouilles de ci, de là, mais rien qui révolutionne le truc. On notera qu'on a là parmi Gianni Fleurier, c'est déjà la deuxième, alors qu'on n'est qu'à la troisième catégorie, puisqu'on en avait une également dans la catégorie femmes. Sur cette sélection, celle que je préfère, c'est la Lederer, que je trouve magnifique par sa simplicité au niveau esthétique. C'est une montre qui donne l'heure. Elle le fait bien, je la trouve très épurée, j'aime beaucoup ce côté-là. J'aime beaucoup la Moser Streamliner, mais c'est parce que je commence à apprécier de plus en plus cette shape de boîte Streamliner. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces formes un peu atypiques. Et on notera également la Czapek Goutte d'Eau, un modèle qui est arrivé cette année. J'ai pas pu la voir en vrai, je pense que le cadran doit être assez incroyable, mais en photo, je trouve que ça rend pas spécialement. Donc pour moi, ça sera la Lederer. On continue avec la catégorie homme, une catégorie que j'apprécie énormément parce qu'on retrouve de très belles choses. Bien sûr, on retrouve la Bulgari Octofinissimo qu'on voit tous les ans et chaque année, ils apportent leur petit lot d'innovation. Ici, on a une version en platine. On va retrouver une montre que je trouve incroyable, la Garrick. Alors, je ne connais pas du tout, j'ai jamais vu même de mes yeux cette montre, mais je la trouve incroyable. Évidemment, on va retrouver une Parmigiani. Ça commence à saouler un petit peu, je ne vais pas vous cacher. Je crois qu'il y a 4 montres nominées Parmigiani. Là, on n'est pas sur une Tonda PF, on est sur une Toric. Mais bon, il n'y a pas une grosse différence de shape non plus, on va pas se mentir. C'est un modèle que j'adore, la PF, mais à force de la voir, je trouve que ça la dessert plus qu'autre chose. Elle fait banale, surtout qu'elle remporte très rarement les sélections, les prix. Du coup, il y a peu d'intérêt. Ensuite, on va avoir des choses un petit peu plus exotiques avec cette Grand Seiko High Beat.
Bon, le Grand Seiko, hein, on sait la qualité qu'il y a derrière. Par contre, ce modèle-ci, le cadran, je suis pas du tout fan. Je sais que la majorité des personnes le trouvent dingue, mais moi, celui-là, il me fait pas vibrer. Je trouve qu'un SBGA 211 avec un cadran Snowflake, ça a beaucoup plus de gueule. Ça joue beaucoup plus avec la lumière, donc bon, je sais pas. Ensuite, une Asaoka. Pareil, hein, petite excentricité asiatique. À mon avis, cette montre va séduire notamment tous ceux qui sont admiratifs d'un bon market-com. Et enfin, une Voutilainen. Ma préférée dans cette sélection, ce serait l'Octo Finissimo. Alors oui, c'est pas super original, mais c'est la montre que je me verrais le plus porter. Continue avec la catégorie complications pour hommes. Évidemment, ici, que des belles choses. On va retrouver une de Béthune. Hein. D'ailleurs, on a l'impression d'avoir vu un peu la même l'an dernier, mais c'est pas la même. Hein. Encore une fois, il y a des pouillèmes. Une très belle Chopard Strike One. Je trouve qu'il y a un bel effort quand même chez Chopard, notamment sur les LUC. Je trouve qu'ils font vraiment un très bel effort et on sent que la marque renoue avec le luxe horloger. On a une Burn, je sais pas comment on dit, jamais vu ce type de montre, mais je trouve le type d'affichage ultra original, j'aime beaucoup. Ensuite, une Artia avec une boîte que j'adore, je la trouve vraiment très belle, très épurée, cette montre-là, j'adorais l'avoir, hein, en toute sincérité, je la trouve assez folle. Ensuite, une Franck Muller, la marque détestée, et pourtant, mais il propose des choses incroyables. Ici, c'est le retour du modèle Long Island. Moi, j'ai eu les modèles 3 aiguilles classiques il y a longtemps, super agréable à porter, rien à dire, Franck Muller, ça reste un nom de l'horlogerie. Les plus jeunes diront qu'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la copie de RM, mais je suis pas du tout d'accord. Franck Muller, il a une expertise incroyable avec plusieurs records, il me semble, au niveau horloger, donc quelque chose de fou. Et ensuite, une Kazuo Maeda, je ne connais pas, mais la montre ne me matche pas plus que ça. Je trouve que l'ouverture de cadran est très petite. Après, on est sur une heure universelle, donc ça peut avoir son utilité. Donc voilà, si je devais en choisir une ici, ce serait la Artia. On continue avec la catégorie iconique, et là, je ne vais pas vous cacher ma grande déception quand j'ai vu que la Credor a été sacrifiée probablement au profit de la Urwerk. Pour moi, une montre iconique, c'est une montre déjà qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, hein, ou en tout cas qui a été créée il y a plusieurs dizaines d'années. C'est également une montre qui a connu un certain succès et qui a été diffusée, on va dire, à un certain nombre d'unités. Là, on se retrouve avec une Urwerk que seule une poignée de possesseurs ont eu lors des premières gènes. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette Urwerk, et j'aurais largement apprécié la Credor à la place de cette Urwerk. Pour les autres, on a l'impression de voir la sélection de l'an dernier, à savoir une Big Pilot DWC, bon ok, ici on est en mode tourbillon, pourquoi pas, une Hublot classique Fusion, bon modèle qu'on a déjà vu et revu et rata vu. Ensuite une Navitimer de chez Breitling, bon là vous savez ce que j'en pense, surtout dans ces coloris de pingouin. Une Louis Vuitton tambour, montre indémodable, intemporelle, tout comme la Piaget Polo qui est à côté. Pour tout vous dire, je suis très gêné sur cette catégorie parce qu'il n'y a aucune des 6 montres qui sont présentées qui me séduisent. Et je vais jouer du coup la carte de l'originalité et de l'excentricité en prenant une montre en or, donc plutôt la Piaget Polo 79, qui, on connaît toute l'expertise de Piaget, le full gold ça fait son effet, mais je suis très déçu de la présélection de cette catégorie iconique. La catégorie tourbillon, ici, que des belles choses, hein, clairement. Encore une fois, je suis un petit peu déçu parce que dans le premier jet des sélections, il y avait des marques un petit peu moins connues qui étaient là et qui proposaient des belles choses. Évidemment, elles se sont fait sabrer par la force du marketing, à mon avis, comme d'hab. Ici, on a une LUC Chopard, relativement 5, Flying Tourbillon, quelque chose de très très dresse. Une Daniel Roth qui est incroyable. La Moser base Streamliner, deuxième base Streamliner de la sélection, hein, du coup les amis, ici sur un Tourbi Skeleton. Une Remy Cools, je ne connaissais pas du tout, je la trouve très belle sa montre, elle est très poétique et on sent que derrière il y a une belle mécanique. Une Sartori Billard qui est juste super belle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'interview de 10ATM avec Sartori Billard, super intéressant. Le gars, il est passionnant, on pourrait l'écouter pendant des heures. Et enfin, une Voutilainen. Voutilainen, pareil, qu'on a l'impression que ça tourne en rond hein, au fil des années. Ici, il y en a vraiment 3 qui ressortent du lot. C'est la Daniel Roth, la Sartori Billard et la Remy Cool. La Daniel Roth, j'adore parce que je trouve que c'est une marque dont on ne parle jamais et pourtant qui arrive à maintenir un certain niveau d'exigence incroyable. Et on est sur des tarifs
de montres de luxe, clairement, mais sur des tarifs cohérents avec les produits, je trouve. Ensuite, évidemment, la Sartori, parce qu'il y a plein de petits détails, on sait l'exigence qu'il y a lors de ces productions, de ces réalisations, et mon coup de cœur va aller vraiment à la Rémi Cool, que je ne connais pas du tout, parce que je trouve la montre relativement jolie, agréable visuellement. Techniquement, si vous lisez les specs, elle est également très intéressante. J'aime beaucoup ce côté gold tourbillon, ça match très bien dans une boîte relativement simple, corne courte. Donc pour moi, ça sera la Rémi Cool. On enchaîne avec la catégorie calendrier et astronomie, et c'est la catégorie qui m'a le plus déçu, les amis, parce que dans cette catégorie, il y avait deux challengers super intéressants qui se sont fait dégommer au profit de montres qu'on a déjà vues un millier de fois. Alors, je vais quand même vous les présenter. On a une Suanov qui est très belle, cadran gris. Bon, voilà. Ensuite, on a une Frédéric Constant, pareil, qui vient pas vraiment révolutionner le truc. Base Slimline, calendrier perpétuel. Bon, ils ont fait appel à un designer, pourquoi pas. Ensuite, on a la Moser avec une Endeavour calendrier chinois. La montre a le mérite d'être originale, mais par contre, clairement, elle s'adresse à un marché pas émergent, mais on va dire qui fonctionne plutôt bien et où il y a des sous. Ensuite, on va retrouver une portugaise calendrier éternel. Alors là, quelque chose de très technique, de très complexe, mais finalement, on reste sur quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vu avec le calendrier perpétuel, même si ici, la complication est beaucoup plus intéressante et d'un niveau largement supérieur. Ensuite, on a une Laurent Ferrier phase de lune avec calendrier. Je la trouve dégueulasse cette Laurent Ferrier. Je suis désolé, je sais que je vais encore me faire insulter, mais le boîtier, je le trouve pas beau. L'intégration, je la trouve pas belle. Les chiffres romains, je les trouve dégueulasses. Bref, non, celle-là, je suis passé totalement à côté. Et on a une troisième Tonda PF QP. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais des Parmigiani Fleurier. J'adore la marque, j'adore le modèle, j'adore en avoir un, mais à force de les voir dans quasiment toutes les catégories, ça m'amuse. Je suis très déçu que la montre tir d'Olivier Maury n'ait pas été retenue. Évidemment, je suis backer du projet, donc j'aurais bien aimé le voir mis en avant, mais c'est surtout une montre qui apportait vraiment une complication astronomie, puisque on avait leur martienne dessus. En plus, on avait un prix totalement accessible. On était à 3500 balles. Là, toutes les montres qui présentent, il n'y en a aucune sous les 20 000 balles. Donc, ouais, très très déçu. Et je suis également déçu pour toi, Francky, que ta montre n'ait pas été retenue. On continue avec la catégorie exception mécanique avec du très 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 lourd. Une Beauvais 1822. Trop chargée cette montre. Je doute pas qu'elle soit mécaniquement incroyable, mais elle est trop chargée, on sait même plus où sont les aiguilles où regarder. On enchaîne avec une Octo Finissimo Ultra Cos. Bon, on reste sur une base Octo, on connaît maintenant, on l'a déjà eu les années précédentes. On continue avec une Hermès Arceau. J'adore Hermès, je trouve que c'est une marque qui revient en force. Leur gamme Arceau, je les trouve magnifiques, et là en plus c'est une montre avec une complication incroyable, j'adore. On continue avec la MBNF qui est connue pour ses montres dinguissimes. La Chanel vient de racheter 25% de la boîte, du coup on sait que c'est une marque qu'on va voir de plus en plus, mais je trouve ça aussi illisible qu'improbable, qu'incroyable, donc je vais la skipper. Ensuite, une Altiplano de Piaget. Ok, on est sur une montre incroyable avec un tourbillon relativement fine, mais esthétiquement ça ne me séduit pas, et là mon gros coup de cœur, comme l'an dernier je crois, c'est la Ulysse Nardin avec leur Freak, ici une édition nomade. Je la trouve incroyable cette montre. La Ulysse Nardin Freak, même dans ses versions plus basiques, même dans les toutes premières versions, le mouvement, la cinétique qu'il y a sur le cadran, elle est incroyable, elle est hypnotisante. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais posséder, parce que je trouve que cette montre, elle est folle. Et Ulysse Nardin, c'est une marque dont on ne parle que pour sa fric ou pour ses collections érotiques, et pourtant c'est une marque horlogère qui propose de bien belles choses. Une catégorie que j'adore, la catégorie chronographe. Alors là, il y a vraiment des beaux trucs, mais aussi des trucs, je comprends même pas que ça ait été retenu. Tout d'abord, une Angelus, instrument de vitesse, chrono monopoussoir.
Elle rappelle un petit peu les chronos qu'on avait dans les années 70, avec un cadran crème, avec le tour périphérique dans des teintes bleu clair, avec quelques petites pointes de rouge, j'aime beaucoup. Ensuite, une Vuitton X Rexepi. Je la trouve trop chargée, je sais pas. Cette montre-là, elle ne matche pas chez moi. On enchaîne avec une Masséna Lab monopoussoir également. Mais pareil, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me séduit pas. Évidemment, on va retrouver une quatrième Parmigiani avec un modèle Tori Chrono cette fois. Alors d'accord, c'est un chrono rattrapant dans des teintes rosées, orangées. Je suis pas du tout la cible de cette Parmigiani. Pour le coup, j'aime beaucoup les gammes de chez Parmigiani, mais cette déclinaison, je la trouve pas du tout belle. Tant sur le choix des couleurs que des matériaux, que du bracelet, je trouve qu'il n'y a rien qui match. Celle d'à côté d'ailleurs non plus, il n'y a pas grand chose qui match. Une Tag Heuer split seconde chrono. Boîte Monaco, donc quelque chose de relativement volumineux, pas forcément confortable à porter. La Monaco, cette année, ils nous l'ont décliné à toutes les sauces, à un point que je peux plus l'avoir. Franchement, je suis bien content d'avoir dégagé la mienne de ma collection. Ensuite, on a une Zenith Chronomaster original triple calendar. C'est peut-être la montre la plus simple de cette sélection chronographe. On est sur une base Zénith, quelque chose d'intemporel, avec une belle disposition, quand même de la poésie, malgré que le cadran soit chargé avec les sous-cadrans, les guichets de date, de jour, de mois. Elle est très belle. Par contre, c'est un petit peu facile de sélectionner cette Zénith, je trouve. C'est pourquoi mon choix ira vers la Angelus, que je trouve superbe. On enchaîne avec la catégorie sport. Ici, on va retrouver un chrono d'IWC Schaffhausen, montre aviateur relativement classique. Ensuite, on retrouve la montre Ming Bluefin, donc c'est leur plongeuse. On a une énième Parmigiani Tonda PF, version chronosport. Du coup, vous savez, c'est la 5e, là, je crois. Donc, non, c'est pas possible. Je ne sais pas qui met en avant toutes ces Parmigiani, mais à un moment, il faut arrêter de les foutre dans toutes les catégories. S'il vous plaît, c'est juste pas possible. Ensuite, une Singer qui est ultra originale, montre de plongée très lisible. Vous voyez, quand je dis qu'une Rolex Submariner, c'est pas lisible dans l'eau, bah maintenant, vous savez pourquoi. Regardez comme celle-ci l'est. Tout de suite, on a l'indication de la minute, quoi. On n'a pas besoin de chercher 4 ans. Ensuite, on retrouve un chrono Tudor FXD. Et vous savez, si vous suivez mes vidéos, que évidemment jamais je ne voterai pour cette montre. On est sur quelque chose d'épais, sur quelque chose de relativement coûteux pour finalement pas grand chose de nouveau. En plus, Tudor les a déclinés à toutes les sauces, en version normale, en version rose pour Beckham, ici en version Cycling Edition. Faudra m'expliquer, j'ai jamais compris le lien. Si ce n'est qu'ils ont collé un autocollant sur la boîte, peut-être. Donc non. Ça, c'est skip direct. Et enfin, une Zenith Défi Extreme Diver qui est vraiment belle. Sur le papier, je la trouve superbe, cette Zenith. Encore une fois, je reviens à ce que je disais pour Rolex. Regardez là, sur cette Zenith, les aiguilles, vous les voyez tout de suite. Poignée de Submariner, ça ne sera pas le cas. En tout cas, cette Zenith, je la trouve belle. Par contre, les dimensions... voilà quoi, à part manger des épinards. Je suis assez déçu finalement de cette sélection de catégorie sport parce que à part la Zenith et la Singer, je trouve que les autres n'ont pas vraiment leur place ici. Là, si je devais en choisir une, je prendrais la Singer pour le côté vraiment original, atypique, et donc quelque chose de peut-être plus facile à sourcer. Évidemment, ce serait la Zenith que je trouve très belle. Et même si je porte des montres au diamètre généreux, je pense que celle-ci serait trop imposante pour moi. La catégorie joaillerie, probablement la catégorie la plus déjantée du GPSG. Ici, on va retrouver une Bulgarie où ça ressemble à je sais pas trop quoi, une sorte de phénix, d'après eux. Bon, moi, je le vois pas du tout, le phénix. Je suis fan de Senseiya et Diki, là, je retrouve pas du tout ça. Sinon, une Chopard. Bon, évidemment, un Chopard prouve son expertise dans la joaillerie. Ensuite, une Damiani, je ne connais pas. Quelque chose avec 2 lectures de l'heure, donc je suppose 2 fuseaux, 2 calibres. Cette catégorie qui est une catégorie purement esthétique pour moi, je ne vais pas vous cacher les 3 premières, déjà je suis pas ultra fan. C'est en dessous, c'est un petit peu mieux parce que c'est moins fouillis, c'est moins chargé. On a une Piaget, base relativement simple, évidemment là on a du caillou. On va retrouver une Gucci, Planétarium ils l'ont appelé. On a ces espèces de sphères en pierre précieuse, je la trouve superbe cette montre. Et enfin une montre Dior Reine des Abeilles qui est sublime également. Par contre, je trouve ça un peu complexe d'avoir une montre où sur le cadran il y a une abeille, ça me ferait un peu flipper tout le temps. Du coup, mon choix se porterait vers la Gucci, que je trouve vraiment belle par sa simplicité, et surtout, de toute la sélection, je trouve que c'est celle sur laquelle on arrive le mieux à lire l'heure, malgré le fait que ce soit une montre d'apparat, je la trouve vraiment réussie.
On enchaîne avec une catégorie que j'adore, la catégorie métier d'art. Andersen, une montre d'une simplicité, d'une élégance rarement égalée. Cadran noir, petite seconde, gold rose gold, cadran en jade hein, en plus, vraiment du coup une profondeur incroyable. Heure sautante qu'on retrouve à midi, juste le petit logo. Oh, la montre elle est follissime, j'adore. On enchaîne avec une Chopard qui va fêter les 25 ans de l'année du dragon. Encore une heure sautante, je la trouve pas très lisible, évidemment matériaux précieux uniquement. On enchaîne avec une Hermès Arceau qui est superbe, je le trouve incroyable, le cadran, les artisans, les génies qu'il y a derrière ces conceptions, parce que là tout est fait manuellement, donc c'est vraiment incroyable, les gars ils sont forts, ils sont très très forts. On enchaîne avec une Louis Vuitton Snake. Pareil, hein, c'est très très beau, même si je suis un peu moins fan esthétiquement. Ensuite, une Piaget, où là je passe totalement à côté, je trouve que ça fait très féminin, trop de cailloux. Et la Van Cleef & Arpels, j'en parle même pas pour les mêmes raisons, même si c'est très élégant et tout, c'est beaucoup trop féminin. On est sur une cible féminine ici, et du coup ça ne matchera pas pour moi. En plus, je trouve que ça fait relativement chargé. Donc ma préférence, indéniablement, c'est la Andersen Genève que je trouve folle. J'aimerais trop qu'une marque plus accessible propose quelque chose comme ça. Peut-être avec un cadran en mouzou ou en jade noir même, avec juste une petite heure sautante, une petite seconde, même sans atteindre ce niveau de finition. J'aimerais tant avoir ce type de display. Hein, si un Venezianico ou un Omnis ou je ne sais qui pouvait me sortir un truc comme ça, oh là là, mais je serais le premier acheteur. Continuons avec la catégorie petite aiguille. On a une Amida qui s'inspire d'un design des années 70-80, un affichage vraiment très particulier. Ça rappelle un petit peu les casquettes de JP, sauf qu'ici on n'a pas un côté LED, on a vraiment quelque chose de mécanique. Ensuite, on a une Van der Klo. Alors, je connais pas du tout la marque, mais je trouve que la shape générale ressemble à certains Chrono Longines de leur ligne Master Collection. Je trouve que ça ressemble à certaines Davosa, à certaines Eterna, comme celle que j'ai pu vous présenter. Donc, celle-là, je passe un petit peu à côté. Ensuite, une Frédéric Constant Slimline face de lune. Je suis pas ultra fan, je vais pas vous mentir. En plus, ici on est sur une collab seconde, d'ailleurs qui a réussi à se placer dans le truc, mais pareil, je passe à côté. On continue avec la Furlan-Marie Perpetual One. Furlan-Marie, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il y a vraiment une trop grosse aura sur cette marque. C'est une aura de copinage. Les gars, ils ont leurs entrées et du coup, ils arrivent à se faire mousser par l'intégralité de la presse. Mais avec du recul, si on regarde les précédentes versions, dont certaines ont été déjà primées les années précédentes du GPHG, bah on retrouve ni plus ni moins que ce qu'on peut avoir sur des marques chinoises largement moins chères. Toute leur collection Chrono Quartz, clairement, pour moi, il n'y a rien d'original là-dedans. C'est très cher, on est sur du calibre VK la plupart du temps. Voilà, leur gamme automatique peut-être un petit peu mieux. En termes de finition, c'est pareil, j'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. J'ai pas eu cette perpétuelle loi en main, mais déjà, esthétiquement, je trouve qu'ils se sont pas trop foulés. On reste toujours sur cet hommage aux références des années 70. Donc non, ça, je vais passer. La Kudoke, que je connais pas, mais je trouve là, par contre, que sur la partie esthétique, il y a vraiment un effort qui est fait avec une lecture de l'heure très particulière. En plus, esthétiquement, le choix des coloris, des dispositions, des formes, des géométries est très bien choisie. Je la trouve très belle celle-ci. Et pour terminer, une Tudor Black Bay 58 GMT. Non mais on est sérieux là au GPHG, vous déconnez les gars, une Tudor là dans cette catégorie petite aiguille, cette montre vous nous la foutez tous les ans. Et en plus je crois même qu'elle a gagné une année. Je ne suis pas un gros fan de Tudor à la base, mais non, gardez ça pour nous la foutre dans 15 ans dans montre iconique si vous voulez, mais pas aujourd'hui. Donc ma préférée sur cette petite aiguille, ce serait indéniablement la Kudoke. Et pour terminer, la catégorie challenge, où là aussi, grosse déception sur les choix qui ont été faits. Ici, il y avait vraiment l'occasion de mettre en avant des choses qu'on ne voit pas, des choses plus accessibles, des choses avec un petit peu d'intelligence. Alors pour certains modèles, on va le voir, c'est le cas. Mais pour d'autres, c'est juste abusé. Bien sûr qu'ici, j'aurais voulu voir Venezianico, puisque c'est la micro-marque européenne qui propose le plus de belles choses, tant sur l'originalité, sur le design, sur le choix des matériaux, que sur la qualité. Donc là,
très déçu. J'aurais également voulu voir un Siga Design par exemple, qui ont été primés il y a quelques années. Là, on nous remet une Christopher Ward, mais cette montre, on la connaît depuis 5 ans, cette montre-là. Elle apporte rien. En plus, elle est relativement chère, je trouve. Je veux bien que Christopher Ward soit une marque qui a une certaine aura, mais ne mettez pas ce modèle-ci. Surtout que c'est une marque quand même qui est au jour d'aujourd'hui relativement coûteuse, hein. On est loin des débuts de Christopher Ward où on avait une C65 à 600 balles. Bon, je suis quand même content qu'il y ait la Beau Bleu de Nicolas qui soit primée parce que c'est une montre vraiment qui est originale. On retrouve tout de suite la patte de Beau Bleu, c'est-à-dire cette montre, vous la voyez sans lire le nom de la marque, vous savez que c'est une Beau Bleu. Il a réussi en quelques années à vraiment créer son ADN. En plus, cette seconde française, on est vraiment bluffé par la trotteuse qui vient flotter littéralement par-dessus le cadran. Cette Beau Bleu, c'est un excellent choix. D'ailleurs, je vais bientôt vous la présenter parce que je trouve que c'est une montre qui mérite. On sent qu'il y a une patte artistique, on sent qu'il y a de la recherche qui a été faite derrière. Ensuite, on retrouve une seconde Furlan Marie, la Disco Verde. Sans déconner, pourquoi nous mettre cette Furlan Marie et pas une Baltique je ne sais quoi ou d'autres références qui sont sorties qui ont exactement les mêmes shapes. Aujourd'hui, la couronne dissimulée au sein de la boîte, je suis désolé mais c'est plus original. On a Beau Bleu qui le fait, on a Baltique, on a Lobini, enfin bref, il y a beaucoup de marques. Là, on est sur quelque chose, encore une fois, qui est trop inspiré. Elle est où la créativité sur cette montre Furlan Marie? Moi, je comprends pas. La Colloquium, j'adore. Là, pour le coup, il y a de la créativité, il y a de l'originalité. Donc ça, évidemment, c'est un bon choix. Bon, ensuite, on a Onotsuka Low-Tech, montre originale. Elle aura ses fans. Moi, esthétiquement, elle ne me parle pas, cette montre. J'ai l'impression d'avoir un peu un compteur Gégère. Je ne saurais pas trop vous dire. Je ne suis pas ultra touché par ce type d'affichage. Même si je trouve quand même que les gars font preuve d'imagination. Et ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'aime pas, mais au moins, c'est original. On termine avec la Space One Tellurium. Je ne suis pas du tout fan de cette montre. Je comprends l'originalité, derrière j'ai beaucoup de mal à voir la technicité. Comme sur le premier modèle de Space One, on va être sur quelque chose de relativement graphique, mais derrière, je sais pas, chez moi ça me vibe pas plus que ça. Encore une fois, hein, je sais qu'il y a les gros fans de la marque, tant mieux, il en faut. Derrière c'est l'aider avec son pote. L'aider, hein, personne à succès aujourd'hui, pareil, il a une certaine aura, un certain réseau de potes qui lui permettent de cartonner sur tout ce qui sort, mais je considère pas que tout ce qui sort ce soit réussi. Du coup, si je devais en choisir une dans cette catégorie, ce serait la Colloquium. Pour son originalité, je trouve vraiment qu'il y a un truc qui émerge de cette montre. Et juste en dessous, la Beau Bleu de Nicolas, parce que je trouve qu'il y a un travail esthétique et un travail aussi technique, parce que cette seconde française, mine de rien, c'est une prouesse d'avoir réussi ce tour de passe-passe, de la faire flotter. Il n'y a pas forcément quelque chose de compliqué, mais ça reste assez technique, et du coup, juste pour ça, je l'aurais mis. Et enfin, peut-être la Space One, parce que même si j'aime pas, je dois reconnaître que la marque essaye de proposer des choses qui cassent un peu les codes, et juste pour ça, il mérite une bonne troisième place. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces présélections du GPHG 2024. Et si vous êtes joueur, vous pouvez même me mettre la montre que vous feriez gagner pour chacune des catégories. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!